Le cercle RH, le débat de Smart Job, avec une expression dont vous avez peut-être peu ou pas entendu parler d'ailleurs, l'entreprise régénérative. Qu'est-ce que c'est ? Ça fait écho au vivant, ça fait écho à l'environnement, ça fait écho à une forme de bien-être aussi dans l'entreprise. On va évidemment essayer de tout vous expliquer avec mes invités. Antoine Denoy, ravi de vous accueillir. Vous êtes le CEO d'AXA Climate School et vous portez un accompagnement, une formation avec une structure qui développe non seulement ce concept, mais qui essaie de l'implémenter au sein des entreprises. Il y a des critères très précis de l'entreprise régénérative, et on va en parler avec vous dans quelques instants. Camille Puech, ravi de vous accueillir, président fondateur de Cali Social, avec une étude qui est un peu orthogonale à cette question. C'est la situation des salariés en entreprise, la QVT, leur bien-être, leur envie de s'engager ou pas. Et évidemment, cela renvoie à ce concept. Antoine, d'abord un mot, parce que commençons par le début. Entreprise régénérative, vous êtes associé avec Butterfly et vous avez conçu cette... Qu'est-ce que c'est ? C'est un concept, c'est une façon, c'est une éthique. C'est quoi l'entreprise régénérative ? Alors c'est une bonne question et je vais malheureusement vous décevoir sans vous donner vraiment une définition parce qu'il faut en faire l'expérience. Parce que nous, notre parti pris chez AXA Climate avec quelques autres co-créateurs, on a lancé Butterfly qui est un programme de 10 semaines justement pour faire l'expérience d'une paire de lunettes régénératives. Parce qu'une entreprise régénérative, de manière assez crue et simple, c'est une entreprise qui a un impact positif sur le vivant, la vie. Et donc, c'est à la fois l'humain en entreprise, comment on épanouit les gens dans l'entreprise, mais c'est aussi la vie. La vie, c'est la planète, c'est l'environnement, c'est le territoire de l'entreprise. Et donc, notre parti pris, il est assez simple. Il est de dire que si une entreprise uniquement cherche à réduire l'impact négatif, on va dans le mur. Parce que l'état de la planète est vraiment dégradé, parce que les conditions de vie déjà dans l'entreprise au niveau des collaborateurs sont déjà très très basses. Et donc il faut qu'on renouvelle notre logiciel, qu'on change de paire de lunettes et qu'on s'engage dans une entreprise qu'on dit régénérative. Alors cette entreprise régénérative, la manière très très simple dont on a d'en parler, c'est de dire c'est une entreprise qui se conduit comme un être vivant. C'est un être vivant, in fine. Et donc on fait souvent la comparaison avec la forêt, qui est un écosystème naturel. Et à partir du moment où on commence à dire que une entreprise doit se conduire comme une forêt, eh bien, on établit et on suit des principes du vivant dont on n'a pas l'habitude, qui sont la décentralisation, la sous-optimalité, la singularité. La perma-entreprise. Voilà, exactement. C'est des nouveaux concepts qui déconstruisent un peu notre façon de faire classiquement dans nos entreprises, parce que nos entreprises souvent sont considérées comme des machines un peu extractivistes, et c'est ça qu'il faut déconstruire. Camille Puech, vous venez avec cette étude Cali Social Game Changers Ipsos, très intéressante. Elle est d'ailleurs très liée. Tout à fait. Et très liée à ce dont on parle. Vous donnez un indice, parce qu'il y a quand même quelques critères extrêmement précis, même si c'est dur d'en donner une définition. Là, l'entreprise régénérative, c'est sortir de la pensée mécaniste et se reconnecter au vivant. Dans votre étude, c'est intéressant quand même, parce qu'on n'a jamais parlé autant de QVT ou de QVTC, et en même temps, sur ce plateau, j'ai jamais autant d'invités qui me disaient, moi j'ai des explosions de burn-out, j'ai des explosions de salariés désengagés. On est d'accord, soulevons ce paradoxe déjà quand même. Alors déjà, il faut remettre la situation actuelle dans son contexte. Ça fait 4 ans qu'on traverse de grandes crises qui génèrent des effets de rupture. On a été confronté à une pandémie mondiale où tout le monde à un moment s'est demandé si l'humanité allait en finir avec son existence. Ça a duré quelques mois, mais ça a suffi à provoquer un traumatisme très fort. Les gens ont été confinés. Il y a eu d'autres crises qui sont suivies, crise géostratégique, crise économique, etc. Et globalement, ça a généré chez l'individu des troubles psychosociaux, donc de l'anxiété. L'anxiété, c'est un mécanisme de protection pour suralimenter son cerveau pour faire face aux problèmes auxquels on va être confronté. Et donc les humains, et c'est pour ça que les chiffres sont si mauvais, on a 53% des Français dans notre étude qui date de fin 2023, 53% des Français qui sont désengagés au travail, 70% des Français vont au travail mécaniquement ou à reculons. Et ce désengagement, il est provoqué par aussi une remise en question de leur place dans leur écosystème, pour reprendre des terminologies. Dans l'arbre régénératif. Non mais c'est intéressant. Oui, mais à quoi je sers ? Où je suis, quoi, dans l'arbre. Où je suis ? Quel est le sens de la vie ? J'ai failli mourir. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ce qui me reste à vivre ? Et cette question-là, elle est prégnante chez les Français. Il y a beaucoup d'investissements en QVCT, mais en même temps, on est aussi dans un monde où les entreprises se réinventent comme jamais. Et typiquement, penser à l'impact positif qu'elles peuvent avoir sur la planète et sur les écosystèmes de la planète, parce que ce serait un peu réducteur de simplement dire la planète, mais tous les écosystèmes interconnectés au sein de la planète, c'est la démarche que beaucoup d'organisations mettent en œuvre.
et aujourd'hui, et l'étude le montre, qui est attendu par les salariés. Les salariés ont besoin de retrouver du sens à leur vie, et ça passe par le travail. Vous avez monté donc une école, Butterfly School, et vous avez commencé à gérer un scope, enfin, des entreprises que vous estimez être régénératives. D'abord, commençons. Il y a quand même des secteurs où c'est plus dur d'être régénératif, vous en conviendrez. Enfin, je pense une fonderie. Est-ce que vous pouvez dire elle est régénérative, ou est-ce que par son activité même, elle se ferme la porte du régénératif? Alors, il y a des secteurs, en effet, qui vont devoir affronter des logiques de renonciation. C'est-à-dire des secteurs qui sont tellement polluants, tellement impactants négativement, qu'ils vont devoir renoncer à leur activité. Donc, il y a des transitions à mettre en place. Comme Nestlé l'a fait cette semaine. Ouais. Sur les bouteilles. Non, pas sur les bouteilles. Nestlé a annoncé avoir négocié il y a 3 ans avec l'État français parce que les extractions d'eau étaient trop polluées et avaient fait des traitements sur l'eau. Et plutôt que de maintenir une activité illégale ou en tout cas à risque, a préféré aller négocier, fermer des sources d'eau naturelle, donc voire perdre 25% de part de marché, plutôt que de continuer à vivre avec une activité qui n'était pas pérenne. Les activités, alors donc... Je dirais que ça, c'est l'exception, mais qui est nécessaire. La plus grande partie des entreprises peuvent devenir régénératives. Aucune ne le sont régénératif, parce que c'est vraiment le Graal. Par contre, l'idée, c'est d'accompagner un chemin. Et notre message, il est très clair. C'est pour ça qu'on veut rendre le régénératif universel. Il y a un côté un peu fou à ça. Mais c'est de dire que la régénération, c'est l'affaire de tout le monde et du quotidien. C'est-à-dire qu'un leader, dans sa capacité à leader, à amener les équipes, à animer les équipes, il doit être respectueux de la singularité de chacun et se battre pour que chaque individu soit épanoui. Antoine, on voit bien que dans le programme de formation, il y a plusieurs thématiques. Moi, ce qui m'intéresse quand vous me dites ça, c'est le leader, c'est important, c'est lui qui va engager sa boîte, qui va donner des axes, qui va la projeter. Il est quoi? Il est sur une assertivité, il est dans une écoute active, il est dans des actions très concrètes d'écologie et d'environnement. Qu'est-ce qui fait ce leader? Alors le propre du leader, on a étudié une dizaine d'entreprises profondément. C'est un leader qui va raisonner autour de quel est le coût à ne pas faire cette transition régénérative. C'est-à-dire qu'il va comprendre qu'en fait, c'est une logique existentielle pour son activité. Quand vous êtes avec des producteurs laitiers, c'est la filière du lait en France qui est en danger, point barre. C'est l'actualité. Hein. Exactement. Et donc, en fait, c'est des leaders qui vont être sensibilisés au sort de la planète et qui vont renverser la façon dont ils prennent les décisions. Et donc, c'est en effet des leaders qui ne sont pas autoritaires, qui ne sont pas pyramidaux, qui ne sont pas hiérarchiques, mais qui vont honorer un principe qui est clé en régénératif, qui est la singularité. Comment je comprends une équipe, un collègue, comme je comprends un sol agricole, en comprenant qu'un sol, c'est pas le même à Boulogne-Billancourt que dans le Pays Basque. Chaque sol est singulier. Et donc, comment j'efface le côté, je réduis Camille à une fiche de poste et je lui demande de faire des choses de manière mécaniste, à comment je me mets au service de l'épanouissement de Camille dans sa singularité. C'est un complet renversement des modes d'organisation. Et je voudrais juste rebondir sur ce que disait Camille, parce que moi, j'ai créé AXA Climate pour réduire la souffrance dans le monde du travail. Okay. Donc, mon point de départ, il est essentiellement le sujet du jour. Je pense que fondamentalement, les entreprises doivent casser, déconstruire leur modèle pyramidal, qui est un modèle essentiellement mécaniste, où in fine, si on caricature, l'entreprise est là pour extraire un maximum de valeur et faire pas trop de mal, on va dire, aux hommes et aux femmes qui sont dans l'entreprise. Et donc, je pense qu'une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui arrive à avoir des objectifs au même niveau, et qui à la fois se fixe comme objectif de faire du business et du profit, parce que c'est comme ça qu'on vit, et en même temps de se mettre résolument au service de l'épanouissement de chacun et de chacune. Moi, en tout cas, c'est ce qui me donne envie de le lever le matin. Et les boîtes régénératives qu'on a étudiées, elles n'opposent pas le business et la culture, elles les mélangent. Et elles se battent sur les deux fronts, en fait. Et elles génèrent d'ailleurs de la valeur. Ce qui vient faire écho à votre étude slide D, il y a 2 fois plus d'organisations en croissance, plus 120% parmi celles qui investissent fortement en QVCT, qui fait directement écho à ce qu'on se dit. Enfin, c'est gagnant-gagnant pour une entreprise. Pourquoi elle n'y va pas plus fortement sur tous ces sujets ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle est trop pyramidale ? Elle est trop bloquée dans ses logiques mécanistes ? Je pense qu'il y a des logiques mécaniques déjà. Après, cette étude, on l'a faite parce que justement, elle n'existait pas. Et aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui s'est vraiment focalisée sur quel est le coût ou l'impact positif ou négatif d'agir pour améliorer la qualité de vie. Et là, il est clair, on passe de 4% d'engagement à 30% lorsqu'on met le paquet sur la QVCT. Enfin, on multiplie par 5 le nombre de salariés engagés dans la boîte quand on se focus sur le vécu du collaborateur. Il y a un investisseur très connu, BlackRock, qui disait
quand tu arrives à aligner souvent les critiqué, intérêts de ton d'ailleurs. entreprise, mais c'est évidemment BlackRock par leur domination mondiale et leur influence, mais aussi derrière il y a des investisseurs raisonnés qui disaient, il y a deux choses moi qui m'ont beaucoup plu. La première, c'est mes plus beaux business sont quand j'ai mis dans des boîtes qui pensaient au sens, à l'impact qu'elle avait sur la société dans son intégralité. Ça, c'est ses meilleurs investissements. Et l'autre truc qu'il a dit qui est super intéressant, c'est si tu arrives à aligner tes intérêts, les intérêts de ton entreprise avec les intérêts de tes collaborateurs, alors ce sera la meilleure condition pour la performance. Et donc finalement, c'est exactement ce que l'étude montre. Mais aujourd'hui, on a des chiffres et ça permet à des dirigeants d'avoir confiance dans le fait que oui, si je me focalise sur les besoins profonds de mes collaborateurs, finalement, je défends mes intérêts, je défends les intérêts de mon entreprise. Et Antoine, qu'est-ce qu'on change? Parce que j'avais imaginé évoquer la question des fonds qui pilote les stratégies d'entreprise, il ne faut pas se cacher la vérité. Puis là, vous lancez BlackRock, donc je me lance. On est régénératif, même quand un fonds vous dit il faut cracher 15% parce que sinon, ça ne rapporte pas assez aux actionnaires. Enfin, la question, elle est posée. Vous allez jusqu'à ce niveau-là de remise en cause? Un fonds qui n'exige que de son actif d'avoir un return à court terme, mais pas un fonds régénératif, parce que le régénératif nécessite de donner du temps et surtout d'honorer plein d'autres indicateurs que l'indicateur financier. Et pour répondre à la question pourquoi les gens sont malheureux dans l'entreprise, l'éléphant dans la pièce, c'est parce qu'ils ne sont pas autonomes, parce qu'en fait on n'est pas en capacité d'action. C'est-à-dire que fondamentalement, je reprends les temps modernes de Chaplin, c'est caricatural, mais malheureusement dans l'entreprise c'est vrai. On demande à des gens de faire des tâches répétitives et on ne compte pas vraiment sur le fait qu'ils réfléchissent. Et donc un élément clé... On ne leur demande pas de réfléchir. On ne leur demande pas. Ouais. Parce que l'entreprise n'est pas conçue pour donner beaucoup de valeur à ça. La réflexion, in fine, c'est une entreprise qui va optimiser, on va dire, un certain nombre d'équations, un certain nombre de métiers. Et donc, un des éléments très concrets par lequel on approche le régénératif dans les entreprises, sur la partie RH, c'est de dire, clarifier les modes de décision. Un dirigeant, trop souvent, ne dit pas, et j'étais le premier à être dans ce cas-là, de quoi il décide et de quoi il ne décide pas. Moi, pendant des années, j'ai clamé dans les entreprises « Empower people », faites des choses, mais sans moi-même faire l'exercice de dire ce sur quoi je ne décidais pas et ce sur quoi je décide. Et s'il n'y a pas cette clarté au niveau des dirigeants, eh bien, on ne laisse pas la place aux collaborateurs dans les boîtes d'être autonomes, de prendre des décisions. Donc, je dirais, explicitation des modes de décision, c'est un bon premier pas pour une entreprise qui veut vraiment changer les choses. Clarification, forcément. Il faut poser sur la table, faire un diag et de se dire ça je décide pas et je décentralise. Non, ça reste ambigu, sinon je reste au centre de la roue en tant que dirigeant. Parce que si je manage et je lead avec de l'ambiguïté, eh bien toute la boîte dépend de moi et je reste très centralisateur. Moi j'avais l'impression quand même, l'émission se termine, elle est tout simplement passionnante parce que c'est un des titres qu'on a soumis, c'est l'entreprise créer de la richesse et du bien-être, parce que c'est ce que vous dites. Moi j'avais l'impression que ça avançait un peu sur les questions de QVT. J'ai plein d'invités qui me disent ça bouge, on fait des choses. Ça bouge, vous êtes d'accord? Pour au moins finir par une petite note un petit peu, un peu de lumière. Non, je vous sens... En fait, ça bouge et c'est très positif. Un des impacts très positifs de la Covid, c'est que tout le monde a pris conscience que la vie n'était pas... à recentrer finalement ce qui était important dans la vie et se recentrer sur qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est de travailler, d'avoir un titre, une carte de visite, etc. Et inversement, qu'est-ce qui est important pour mon business aussi? Et alors, il y a deux effets. Il y a les dirigeants et l'entreprise. Ok, maintenant, comment je me réalise en tant qu'entreprise, mais il y a aussi l'individu. Et le fait que l'individu se pose toutes ces questions et qu'il y ait des hauts niveaux de dépression et d'anxiété actuellement dans la société, c'est le symbole que la société est en train de prendre conscience de la situation ubuesque dans laquelle elle se trouve et réfléchir sur ce qui est important pour elle pour créer les fondations du futur. 30 secondes. Ça bouge un peu, pas du tout assez vite. Et nous, notre méthode pédagogique, elle est claire avec Butterfly. En 10 semaines, il faut apprendre ensemble. Il faut sortir de nos entreprises, il faut se mettre ensemble, et il faut prendre des thèmes et les affronter ensemble parce que les recettes, on les a pas. Donc ça bouge, certes, mais pas du tout assez vite par rapport à l'état de la planète. Qui a accès à votre formation? Tout le monde. Il faut juste me contacter, je donnerai mon 06. Mais vous tapez Butterfly School sur Internet et vous avez accès à des formations qui sont disponibles aux indépendants et aux entreprises. C'est très rare, un invité CEO qui donne son 06 comme ça, directement à l'antenne, jamais vu ça. Je ne l'ai pas encore donné. Mais 06 46 54 42 04. Et il a donné son 06. C'est la première fois depuis la création de Smart Job qu'un CEO donne son 06. Climate School, AXA Climate School, vous êtes le CEO et le fondateur de cette entreprise régénérative. Sur le chemin de la régénération en tout cas, et avec cette formation Butterfly. Merci à Camille Puech. L'étude s'appelle chez vous Impact de la QVTC sur la santé, le bien-être, l'engagement au travail et la performance des organisations, vu côté décideur aussi, et la manière dont on s'engage sur ce sujet.
Merci Arnaud. Merci à vous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, cher Antoine et cher Camille. On termine notre émission alors avec un sujet, je suis sûr qu'il vous passionne, la place de l'IA au sein du monde du travail, avec quelques études de l'IFOP, de Goldman Sachs. Et évidemment, cette IA prend de plus en plus de place. On accueille notre invité.